tous. Alors, petit changement de programme. Je vous avais dit qu'on traiterait le chapitre sur les ondes et finalement, étant donné que vraiment le chapitre sur la classification périodique des éléments et leurs propriétés physiques est quelque chose de vraiment très simple, donc il y a peu de choses à ajouter par rapport à ce qui a été fait précédemment, eh bien nous le faisons. Donc là, je vous conseille, avant de regarder la vidéo, de regarder le diaporama donc sur la classification périodique que vous trouvez sur Cahier de prépa. Alors l'idée de ce chapitre, c'est de ranger les éléments. Vous voyez que vous avez lu que les éléments, au départ, il y en a très peu, il n'y en a que 12 vers 1800, vers 1750. Et ensuite, alors l'idée, c'était de les classer par triade, un groupe de 3 éléments qui avaient des propriétés chimiques voisines. Donc vous voyez qu'il existait, hop là. À l'époque, les scientifiques avaient identifié calcium, strontium, barium. Après lithium, sodium, potassium. Alors le vendredi de la semaine prochaine, eh bien, vous ferez un TP sur la classification périodique. Après, vous avez chlore, brome, iode. Vous savez que ce sont les halogènes maintenant. Mais au fur et à mesure de la découverte, eh bien, on se aperçoit qu'on ne peut plus ranger simplement par triade. Et donc, il y a un chercheur russe qui a eu une idée de remplir les éléments, de les trier. Alors non pas, comme on va voir tout à l'heure, comment est-ce que ça se fait maintenant, il va le faire par masse molaire croissante. Donc, idée, trier les éléments par masse molaire croissante, plus mettre en famille des éléments en propriétés voisines. Et sauf qu'en faisant ça, en famille, les éléments ayant des propriétés chimiques voisines, chimiques et physiques voisines, des propriétés semblables. Sauf qu'en faisant cela, il s'aperçoit, Mendeleïev qui s'appelle, eh bien, qu'il y a des exceptions dans son rangement. Par exemple, eh bien, il s'aperçoit qu'il y a une interversion. Alors, si vous prenez votre classification périodique sous les yeux, je peux vous en montrer une. Hop. Sur le poly, vous allez regarder. Ah, évidemment, on ne voit pas. Ah, j'en ai pas mis. Il y en a certainement une ici. Hop, là. Est-ce que ça va suffire? C'est pas lisible, évidemment, parce que j'ai extrait un PDF. Alors, si vous regardez votre classification périodique, vous voyez qu'en fait, il y a une interversion au niveau de la masse molaire. Alors, évidemment, je ne me l'ai plus sous les yeux. C'est pas croissant entre le cobalt et le nickel, par exemple. Donc là, je reviens sur le poly. Attention, entre guillemets, problème, cobalt et nickel. Les propriétés du cobalt sont les mêmes que celles du rhodium, et de même celles du nickel sont les mêmes que celles du palladium, sauf que, en respectant le tri qu'il a fait Mendeleïev, eh bien nickel et cobalt sont intervertis parce que la masse molaire du nickel est inférieure à celle du cobalt. Donc, il y a un problème. Alors, dans le tableau actuel, donc c'est ça que vous devez retenir, évidemment. Maintenant, on ne range pas par masse molaire, mais par numéro atomique croissant, donc par Z croissant. Z croissant. Donc ça, c'est à retenir. Et les éléments de chaque colonne ont des propriétés chimiques semblables. Alors ceci est à retenir. Les noms des familles, donc des colonnes, les alcalins, lithium, sodium, potassium, rubidium, césium, francium. Alors bon, ceux-là, on les connaît beaucoup moins, mais lithium, sodium, potassium, vous devez forcément les connaître. La deuxième colonne, les alcalinotéreux, beryllium, magnésium, calcium, strontium. Alors ceux-là, il faut les oublier. Les chalcolégènes, ceux qui appartiennent à la famille de l'oxygène, donc savoir que le soufre appartient à la même famille que l'oxygène. Et alors, les deux derniers, il faut les connaître par cœur, fluor, chlore, brome, iode. Les halogènes qui appartiennent à l'avant-dernière colonne. Vous avez également la colonne des gaz rares à retenir, donc on a dit hélium, néon, argon, krypton, xénon, radon. Voilà, donc là vous devez les connaître. Et puis maintenant, comment est-ce que vous pouvez lire la classification périodique? Alors si je reprends une classification périodique, peut-être ce sera plus facile, voilà. Une ligne, donc c'est la période, ça correspond
AON. Une colonne, c'est une famille, et là, on va pouvoir, en fait, s'apercevoir que la classification périodique, elle nous permet de lire directement la configuration électronique. Alors, si je lis ici, par exemple, vous avez 1S1. Le bloc S se situe ici. Alors, le 1S2, c'est l'hélium, étant donné qu'il a les mêmes propriétés, c'est une exception, mais il a les mêmes propriétés que tous les gaz nobles, donc on l'a mis, il est dans la famille des halogènes, mais normalement, en termes de configuration électronique, il aurait dû se trouver ici. On continue, donc ça c'est un S1, c'est très mal écrit. Ici vous avez le bloc, les 2S, 2S1, 2S2, 2P1, 2P3, 2P4, 2P5, 2P6, pardon, 2P1, 2P2, 2P3, 4, 5 et 6. Vous continuez, 3S, donc là c'est le bloc 3P, pardon, bloc P, c'est bien ce qui est écrit au-dessus. Donc là c'est les 2P, ici ce sont les 3P. Vous arrivez, vous faites pareil pour les... Vous arrivez 4S1, 4S2, et là, vous arrivez au bloc D. Vous avez 10 éléments. Vous remplissez, vous avez ensuite 4S, 4P1 jusqu'à 4P6, vous continuez. 5S, et là, vous continuez, 5S1, 5S2, 4D, etc. ici. Vous remplissez, et arrivez ici, 6S. Ah, et bien ici, en fait, ceci, les lanthanides et les actinides, eh bien c'est tout ce bloc-là, ce bloc-là, qui est le bloc F. Donc là, cette ligne-là, ce sont les lanthanides, ils s'appellent les lanthanides. Et ici, les actinides, parce que l'actinium et le lanthane, lanthane et l'actinium ici. Alors le bloc F, pourquoi est-ce qu'il est en dessous? Tout simplement parce que sinon, la classification périodique aurait été, au lieu d'être à 2 plus 10 plus 6, 18 colonnes, vous en auriez eu 14 de plus. Donc ça prenait beaucoup plus de place. Donc pour des raisons de place, le bloc F est en dessous. Mais le bloc F s'insère ici, à ce niveau-là. Après vous poursuivez, donc 4F14, 5D10, 6P2, et après vous continuez jusqu'à la 7S, etc. Donc si je reviens au poli de cours, eh bien vous avez donc première ligne, 1S1, 1S2, deuxième ligne, comme on l'a dit, donc le nom de ces éléments est à connaître par cœur. Troisième ligne, eux n'appartiennent pas à la troisième ligne. Attention, appartient à la quatrième ligne. Pourquoi? Eh bien parce que les 3D, d'après la règle de Kleshkovsky, se remplissent après les 4 P. Ah, pardon, n'importe quoi. Après les 4 S, je dis n'importe quoi. Après les 4 S. On continue. La ligne n égale 4. Alors on se dit, on prend tous les n égale 4. Non, pas du tout. Vous prenez les 3D10 du milieu, le bloc des métaux. Et par contre, celui-ci et celui-ci n'appartiennent pas à la ligne n égale 4, ce bloc-là. Celui-ci appartient à la ligne n égale 5 et celui-ci est mis à part, le bloc des actinides. Puis on poursuit. Je vérifie bien que je n'ai pas. Oui, c'est bon. On poursuit. Donc voilà, c'est ce qui est dit. Et puis on poursuit évidemment. Alors, application, déterminer en justifiant la position du soufre Z égale 16 dans la classification. Donc pour la rédaction, c'est la configuration électronique de l'atome de soufre dans son état fondamental est la configuration électronique de l'atome dans son... Vous rédigez ça une fois et puis après ça suffit. Si vous en avez 5 à faire, eh bien une fois suffit. Et donc avec Z égale 16, alors là c'est pas très long à compter, donc 1S2, 2S2, 2P6, vous êtes à 10, 3S2, 12, 3P4. Et en fait, vous apercevez, donc là, on va commencer, hop, vous coupez, ça c'est l'électron de cœur. Là, vous savez que N le plus élevé, numéro de la ligne. Donc ici, N égale 3. Troisième ligne. Ensuite, vous allez compter dans la colonne. Alors, vous avez 2 électrons de valence, plus 4 électrons de valence.
Mais attention, pas oublier le bloc D, mince, le bloc D, qui lui est présent, mais qui n'intervient pas au niveau de la ligne. Mince, j'ai écrit deux fois la même chose, le bloc D. Hop. Le bloc D est présent, même si sur la ligne n égale 3, il n'est pas là, même si même si il n'est pas présent sur la ligne n égale 3. Mais il ne faut pas l'oublier. Résultat, vous avez 2 plus 4 plus 10, et donc ça vous donne la 16e colonne. Si je fais la même chose pour le platine, z est égal à 78, alors je vais le faire au-dessus là. Allez, hop. Donc z égale 78. Donc comment est-ce qu'on fait? On fait comme l'autre fois. Donc on sait que on a le xénon. C'est comme le xénon, 54. On n'est pas obligé de 54. Et le xénon, c'est le hélium, néon, argon, krypton, xénon. C'est le 5e gaz noble. Donc ça veut dire que vous allez commencer à remplir la 6e ligne. 6s2. Ensuite, il ne faut pas oublier les actinides, donc 4F14. Ensuite, vous remplissez le bloc D. Alors, combien est-ce qu'on est là? On est à 56, 70, 5D8. Et là, vous comptez. Alors, n le plus élevé. Eh bien, n égale 6. Donc, 6e ligne. Ensuite, vous comptez les électrons. Eux, ils sont à part. Et donc, vous comptez 2 plus 8, les électrons de valence. 2 plus 8, donc 10e colonne pour le platine. Donc 6e ligne, 10e colonne. Donc c'est très facile, et évidemment, si vous avez la classification périodique sous les yeux, vous pouvez directement trouver la configuration électronique. Alors, quelle est la configuration électronique de l'atome situé dans la 4e ligne et la 13e colonne? Alors, ça veut dire qu'on a N max égale 4. 13e colonne, ça veut dire qu'on va avoir 2 plus 10, ça fait 12. En fait, 2 plus 10 plus 1. Donc là, c'est le bloc S. Ah, il y a un bloc de tablette. Bloc S, le bloc D, et là, c'est le bloc P. Et donc, on va remplir. Alors, on peut directement commencer au gaz noble qui appartient à la 3e ligne, en l'occurrence l'argon. Là, vous n'êtes pas obligé. Hein. L'argon 18, vous commencez ensuite à 4S2. Ensuite, après 4S2, vous avez 3D10 et donc 4P1. Et il s'agit donc, eh bien, si vous regardez, Z égale, alors vous comptez 18, 20, 30, 31. Il s'agit du gallium. Faites de la même chose pour le deuxième exemple, cette fois. Quel est le numéro atomique de l'élément qui, après avoir perdu 2 électrons, a acquis la structure électronique de l'élément krypton appartenant à la 4e période et à la 16e colonne? Alors ça, pour le coup, on ne vous rappelle pas si c'est le krypton. Donc krypton, élément a acquis la config suivante en fait. Alors krypton, celui qui est situé avant, c'est l'argon. Et donc l'argon 18, il a acquis la structure. Vous n'écrivez pas qu'il a acquis, sinon on a l'impression que c'est devenu le krypton. Donc je préfère que vous écriviez la configuration électronique. Donc 4s2, 3d10, 4p6. Il a acquis ça en perdant 2 électrons. Donc ça veut dire qu'en fait, l'élément était, je le mets en une couleur, avant la perte de 2 électrons. Il s'agissait de 18 argon, 4s2, 3d10, 4p6 et après 4p6, 5s2. Donc il s'agit on compte 18, 20, 30, 36, 38, Z égale 38, donc il s'agit du strontium. Donc vous voyez, on peut le faire sur 50, 20 exemples, bref, c'est toujours la même chose. Vous n'avez pas d'hésitation à avoir sur la position des éléments.
et le lien avec la configuration électronique. Donc vous pouvez vous tester, hein, vous entraîner avec le TD bien sûr, mais aussi vous prenez la classification périodique et puis vous vous dites Z égale machin, où est-ce qu'il se trouve? Et vous vérifiez si ça fonctionne bien. Alors la deuxième partie du poly concerne les propriétés physiques et la classification périodique, parce qu'on va pouvoir prédire les propriétés physiques des éléments rien qu'en connaissant leur place dans la classification périodique. Donc là, première définition, alors cette définition-là, c'est un peu embêtant parce qu'elle n'est plus exactement à votre programme, mais en même temps, vous en avez besoin pour comprendre ce que sont les autres grandeurs qui, elles, sont à votre programme. Enfin, une grandeur qui, elle, est à votre programme. Et le pire, c'est que dans les sujets, on vous l'explique et c'est à vous on vous en parle et c'est à vous de commenter son évolution. Donc autant l'avoir déjà commenté en cours, comme ça, c'est beaucoup plus simple. Première grandeur, donc l'énergie de première ionisation. Alors je le mets en couleur quand même, c'est l'énergie, donc en joule en électronvolts, qu'il faut fournir à un élément à l'état gazeux, donc à l'état gazeux, sous forme gazeuse, donc vous l'avez correctement vu dans votre poly, pour lui arracher un électron. Donc ça fait qu'en fait, vous avez l'élément à l'état gazeux, vous lui fournissez donc l'énergie de première ionisation, EI, énergie de première ionisation, et il part à l'état ionisé sous forme de cation et avec un électron. Donc voilà ce que représente cette énergie de première ionisation. Alors on peut se dire, pour certains éléments, ça va être super avantageux qu'ils partent à l'état de cation. Je pense aux alcalins évidemment, parce que les alcalins, en perdant un électron, ils acquièrent exactement la configuration du gaz noble qui les précède. Donc leur énergie de première ionisation, elle sera très faible. Au contraire, les halogènes, eux, ils n'ont aucun intérêt à lâcher un électron. Certainement, leur énergie de première ionisation va être énorme. Parce que eux, ce qu'ils veulent, au contraire, c'est gagner un électron. Tout le contraire de ça. Donc justement, on va pouvoir regarder ce que c'est. Alors, donc, les petites remarques, l'énergie de première ionisation, grandeur positive, il faut fournir de l'énergie, ça c'est sûr, pour arracher un électron. En électronvolt ou en joule par mol, si on s'intéresse à des moles d'éléments, bon, si vous avez vu les énergies, et on arrache un électron externe, les électrons de valence. Alors, si on regarde l'évolution de l'énergie d'ionisation, alors, je vais prendre la classification périodique, pas joli, mais on regarde quand même, je regarde en même temps. Alors, on regarde entre l'hélium et n'importe quoi, entre l'hydrogène et l'hélium, vous voyez que l'énergie d'ionisation augmente. Ah oui, le gaz, c'est un gaz noble. Je peux faire quelques remarques. Gaz noble. Là d'ailleurs, gaz noble. Tous les gaz nobles, on voit que ce sont des sommets d'énergie d'ionisation. C'est pas très judicieux d'écrire ça en vert. On voit rien. Je vais l'écrire en mauve. Donc, gaz noble. Et on peut remarquer de la même façon, alors, première remarque, donc ça, ce sont des sommets. Tous les gaz nobles, on les remarque. Mais on voit que leur énergie, l'énergie de première ionisation, décroît en fait EI. Des gaz nobles décroît avec N. C'est normal. Pourquoi? Parce que les électrons externes sont de plus en plus éloignés du noyau. Les électrons externes sont de plus en plus éloignés du noyau, donc la force électrostatique qui les retient décroît. Donc, F élec, en norme, décroît. Même si ça reste très élevé, très difficile d'arracher un électron à un gaz noble, ça devient d'autant plus facile que ces électrons se trouvent loin, donc le gaz noble est gros. Le nuage électronique du gaz noble est gros. Si on continue à observer, donc je vais prendre une autre couleur, alors on voit globalement, il faut toujours faire les remarques globales, on voit globalement sur une ligne, donc ça c'est la ligne N égale 2, globalement, l'énergie d'ionisation augmente sur une ligne. Et c'est valable sur une ligne. C'est normal, pourquoi? Parce que ceux qui ont le plus intérêt, je peux les mettre d'une couleur, on va les mettre en vert, non, on va pas vert, en rose.
les alcalins, eux, là, on voit qu'ils ont une énergie d'ionisation extrêmement faible. Donc ça, je peux le noter aussi. L'énergie d'ionisation des alcalins, très faible. Alors, ça ne veut rien dire, très faible. Très faible. En tout cas, c'est l'énergie la plus basse, parce qu'ils ont tout intérêt, eux, à lâcher leur premier électron, leur seul électron de valence, pour ressembler au gaz noble qui les précède. Donc ça, voilà. Et après, l'énergie d'ionisation augmente dans la ligne de manière globale. Pourquoi? Parce que, eh bien, les électrons, les éléments, pardon, ont de moins en moins d'intérêt, en fait, à perdre leurs électrons. Au contraire, ils auraient peut-être plus envie d'en gagner. Par exemple, les halogènes qui sont là, eux, ils voudraient absolument en gagner. Donc, voilà pourquoi la force, en fait, est liée à Z. Je vais écrire la force électrostatique, c'est écrit ça ici. Donc, et de plus, alors, j'ai juste commenté quand on est sur les lignes, mais elle augmente sur une colonne, elle augmente sur une ligne parce que les électrons CF, force électrostatique, proportionnelle à Z. Donc, plus le nombre de protons dans le noyau est élevé, et plus les électrons sont reliés au noyau sur une même ligne, parce que proportionnel à Z, mais les électrons sont en global, les électrons de valence d'une même ligne. Je vais écrire ça sur votre page. Hop. Donc sur une ligne, globalement, les électrons de valence se retrouvent à peu près à la même distance. Globalement, les E- de valence se situent à peu près à la même distance, en probabilité, à la même distance du noyau. C'est lié au N, vous savez, lié à N. Mais, attention, la force électrostatique, vous connaissez l'expression, c'est Q1, Q2, en norme, hein, sur 4 pi epsilon 0, R au carré. Or, Q1, proportionnel en fait à Z, numéro atomique. La charge est proportionnelle au numéro atomique. Donc, plus vous augmentez le nombre de protons dans le noyau, et plus les électrons sont reliés, sont attirés. Et c'est pour ça que l'énergie pour les arracher devient de plus en plus importante, l'énergie requise. Maintenant, si on revient ici, on s'aperçoit qu'il y a quand même des exceptions. Donc, je vais les mettre en une autre couleur. Des exceptions ici, là également. Alors, ça correspond au passage d'une couche à l'autre. Alors, je vais juste faire une pause.